Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'histoire tumultueuse d'un peuple et d'un territoire. Quelle terrible et tragique histoire que celle de cette Roumanie qui, de la profondeur des siècles jusqu'à nos jours, a connu la péripétie des triomphes et des désastres et n'est jamais tombée. René Viviani, cité par Alain Kerjean 2008. Situé au centre du continent européen, sur le parallèle de 45 degrés nord, soit à égale distance entre l'équateur et le pôle Nord, le territoire de la Roumanie a évolué, en termes de cadre de vie, de manière favorable tout au long du Quaternaire. Les grandes calottes glaciaires des 4 glaciations, Günz, Mindel, Rys et Würm ne l'ont pas affecté, en s'arrêtant dans les plaines et les plateaux polonais sur le versant nord de la chaîne des Carpates, tandis que les glaciers de montagne des 2 dernières glaciations n'ont occupé que de petites zones, situées à plus de 1400 mètres d'altitude dans les mêmes secteurs montagneux. Par conséquent, la Roumanie fit partie de l'espace européen de l'anthropogenèse depuis le début, ce que Weiner, cité par Athanasiu, 1941, avait affirmé depuis longtemps et Trinkos et al. 2005, le démontra après avoir analysé les vestiges anthropologiques récemment découverts dans la grotte aux eaux du Banat. Naturellement, cette anthropogenèse fut suivie par un processus amplifié d'anthropisation, aboutissant à l'individualisation de l'Homo sapiens sapiens. Une anthropisation ancienne et intense. Le territoire actuel de la Roumanie, ainsi que ses espaces avoisinants, où s'est déroulée l'ethnogenèse du peuple roumain, a été habité depuis l'aube de la préhistoire, plus précisément depuis le Paléolithique inférieur. En effet, les vestiges archéologiques découverts à Tetoiu Bujuleshti nord de l'Olténie, Valea d'Arjovului, Oboga, Farkazel, Valea Lupului, nord de la Moldavie, placent les débuts de l'anthropisation à près de 2 millions d'années, Historia Romanilor, I 2001, page 74. Nous pensons bien sûr aux préhominiens appartenant à Homo erectus, qui ont trouvé dans les plaines danubiennes, mais aussi dans les dépressions intra- et péricarpatiques, un environnement protecteur, riche en poissons et en gibier, capable de leur assurer la nourriture et l'abri, leurs besoins existentiels. Les pièces lithiques découvertes dans les grottes de Gurachei, Choarai, Nandru, Pestora Muieri, bord du Mar, etc., datent du Paléolithique moyen 100 030 000 BP, Kartchoumarou 2000, correspondant aux 2 phases de la dernière glaciation Würmi et II. De la même période date l'empreinte plantaire néandertalienne appartenant à l'homme de Vartop, découverte en 1974 dans la grotte le glacier de Vartop, et datée par Onak et al. 2005 à 62 000 ans, ainsi que les ossements des premiers hommes modernes trouvés dans la grotte aux eaux de Banat dont L'. Certifié est de 35 000 ans Trinkos et al. 2005, figure 1. Les cultures graftiennes et aurignaciens, avec leur large éventail d'industries lithiques, caractérisent le Paléolithique supérieur 30 000 13 000 BP. Des découvertes typiques pour cette période ont été faites à Ripiceni, Mitok, Cealao, Giurgiu, Kosava ou Dubova. Historia Romanilor, I 2001, page 87. Dans la grotte de Kusula, plateau du Somes, il y a 2 peintures rupestres, un cheval et un félin qui datent d'environ 14 000 ans Kartchoumarou 1980, tandis que les images de la grotte de Koliboya, Mont de Bior, récemment découvertes, possèdent une grande variété thématique et sont plus anciennes, remontant probablement à la limite du Paléolithique moyen. Les témoignages archéologiques de la région des gorges du Danube et du défilé des portes de fer, grotte de Dubova, où l'inventaire comprend des outils, des armes et des ornements en silex et en os, Pop, Negler 2009, appartiennent à l'épipaléolithique, 13 000 90 00 B. La période mésolithique, déroulée entre 90 00 75 00 BP à l'époque post-glaciaire, se remarque par 2 cultures spécifiques, celle tardenoisienne et celle de Chela-Kladovei. À Berechti en Moldavie, à Kusavode en Dobroja, à Lapos, Veterani et Ostrovu-Corbului en Munteni, à Tchoumeshti en Crisana, les archéologues ont excavé de nombreux outils appartenant à des groupes humains de chasseurs et de cueilleurs. Historia Romanilor, I 2001, page 100 à 102. Le fait que dans certains endroits comme Ripiceni, Mitok, Valea d'Arjovului, Nandru, Lapos on ait découvert des pièces lithiques appartenant à chaque étape du Paléolithique inférieur, moyen et supérieur,
tandis que dans d'autres, Ripicénie-Lapos, existent aussi des vestiges mésolithiques, certifient la continuité de l'habitat humain tout au long de la préhistoire. En 1936, Child a défini la révolution néolithique 8500-4500 BP comme un processus de transition accompli par les hominides, un passage de la chasse, la pêche et la cueillette à l'agriculture et à l'élevage des animaux. Ce phénomène s'est déroulé intensément sur le territoire situé entre les Carpates, le Danube et la mer Noire. Durant le néolithique proprement dit, 8600-7000 BP, on voit se développer les cultures Goura-Batchouli-Karcea, Starsevokri, Doutsti et Tourda, cette dernière avec les controversées tablettes de Tartaria, découverte par l'archéologue Nicolae Vlasa et interprétée comme une écriture néolithique datant d'il y a plus de 7500 ans, donc antérieure à l'écriture sumérienne. Durant les néolithiques, 7000-4500 BP, prospérèrent les cultures Vinça, Vadastra, Boyan, mais surtout les cultures Amangya, avec sa célèbre statue du penseur, Cucuteni, connue principalement par le biais de sa céramique incisée et de l'inédit pot rituel composé de 4 nus féminins, qu'on surnomma la ronde de Frumiosica, Petrechti et Goumelnita, cette dernière illustrée dans le village néolithique de Draganechti-Tolt par le fameux vase aux amoureux. Gistoria Romanilor, I 2001, page 125 à 158. L'âge du bronze 4500-3200 BP est représenté sur le territoire roumain par les cultures Foltești largement répandues en Moldavie, Wittenberg, Ottomanie et Noa, spécifiques pour la Transylvanie, Cotofeni, Glina, Tei et Monteoru avec de nombreux vestiges en Olteni et Munteni, Jurescu 1981, page 24 à 25. Les gisements non métallifères des monts Apoucheni et des Carpates orientales ont offert le cuivre, le plomb ou l'étain utilisés pour obtenir le bronze, ce métal qu'on retrouva en grande quantité et dans une grande variété d'objets, outils, objets religieux, parures, armes, dans tous les sites archéologiques de Transylvanie, de Maramureș et de Crisana. Selon l'avis de l'archéologue Vasile Parvan, soutenu par l'historien Jurescu, ci-dessus cité, les Das ou les Getes sont les gens du bronze et ils ont habité ces territoires depuis les années 2000-1800e AV. JC, ce qui signifie que les Gétodas sont originaires de ces terres qui s'étendent de la forteresse des Carpates jusqu'au Danube et à la mer Noire. L'âge du fer, 3200-1950 BP, est défini dans sa première phase par les vestiges archéologiques des cultures alstatiennes de Gava, Kosia, Babada, Bassarabie, et dans sa deuxième phase par les cultures latènes et Dridu, Gistoria Romanilor, I 2001, page 305 à 348. Par conséquent, toutes ces cultures s'encadrent à la fois dans l'âge du bronze et du fer et sont spécifiques aux Gétodas, une population attestée historiquement entre le VIe siècle AV. JC et le IIe siècle après Jésus-Christ, le haut niveau que la métallurgie y atteignit confirme cette continuité d'habitat illustrée par les fonderies de minerais de Mediezu-Ori et de Malaya Kopanja, localité située aujourd'hui dans l'Ukraine transcarpatique, ainsi que par les fours pour l'obtention de L'. Hors de Tiliska ou de Sarmisgetuesa, un endroit où en 2015, on a découvert une moule inédite pour créer des ornements en or, moule qui se trouve à présent au musée de la civilisation dace et romaine de Deva. Figure 1. Les principales grottes de la Roumanie avec des vestiges préhistoriques. La culture Dridu, qui caractérise les périodes daco-romaines, proto-roumaines et le début de la période roumaine, c'est-à-dire les 8e-12e siècles AP. JC est la seule culture matérielle répandue, de manière généralisée sur tout le territoire actuel de la Roumanie, OTTA 1970, page 155. Elle est donc indubitablement le produit de ses habitants. Les ancêtres Das et leur héritage. Nommés par Hérodote, 484 à 425 AV. JC, les plus braves et les plus justes des Thraces, les Getes sont mentionnés dans les sources historiques à partir du VIe siècle AV. JC quand, entre 514 à 512, ils s'opposèrent à l'invasion des armées perses commandées par Darius Ier dans le bassin de la mer Noire, Gistoria Romanilor, I 2001, page 451. L'existence initiale de deux noms pour le même peuple, Gètes et Das, créa parfois des confusions mais Strabon 63 AV. JC 26 AP. JC,
Un savant contemporain au grand bouleversement subi par l'État dace, mentionne clairement que le nom de Gête fut attribué à la population du bassin inférieur du Danube et de la Dobroja, tandis que celui de Dace fut accordé à la population de Transylvanie, de Maramuresh et de la plaine pannonienne. Le père de la géographie n'oublia pas de préciser aussi que les Gètes et les Daces parlent la même langue, par conséquent ils constituent un même peuple. D'ailleurs, avec l'union de toutes les tribus de Dace et de Gètes dans un seul État centralisé, dirigé par Burbista, 82 à 44 AV. JC, les noms de Dacie et de Dace se généralisèrent. En réunissant des informations provenant de diverses sources anciennes, on a pu établir les frontières de la Dacie de Burbista. Vers le nord, son état atteignait le sommet des Carpates boisées de la Slovaquie d'aujourd'hui, tandis que vers l'ouest, il s'étendait jusque dans le plateau TCHE-Morave, là où la Morava tchèque conflue avec le Danube. Au sud et au sud-ouest, l'État dace arrivait jusqu'en Macédoine et en Illyrie, près de l'Adriatique, OTTA 1970 page 65, englobant les sommets montagneux des Balkans et Mus et les Rhodopes, où selon le récit de Dio Cassius, vivait une population dace. Vers l'est, il suivait le bord de la mer Noire et remontait vers les steppes du Boug, Daïkoviciu 1968 page 107. Cela est d'ailleurs confirmé par la carte de Claude Ptolémée, 87 à 165 AP. JC, rédigé peu de temps après la conquête de la Dacie par les Romains, quand l'image de cet État était encore fraîche dans la mémoire des cartographes de l'époque et quand de nombreuses autres sources utilisées par Ptolémée n'étaient pas encore périmées ou perdues dans la nuit des temps. L'emplacement géographique de la capitale de ce grand royaume, comme le surnommait Strabon, reste jusqu'à présent inconnu. Selon certains auteurs, elle se trouvait au sud de la Muntenie, dans la forteresse d'Argedava. Selon d'autres, elle était située dans la citadelle naturelle des Alpes de Transylvanie, à Kostesti-Setatui, Pop, Nagler 2009. L'emplacement du Kogaionon, la montagne sacrée des Daces, reste aussi pour l'instant dans la même sphère des incertitudes mythiques, tout comme la position exacte de la grotte où Décéneux, le conseiller secret de Burbista, se serait initié au mystère de la religion monothéiste de Zalmoxis, le dieu suprême des Daces. L'évocation d'une grotte impose de restreindre la recherche au massif montagneux des Carpates qui se distingue par des phénomènes endokarstiques. Par conséquent, les monts Boutchéi représentent un premier endroit possible, l'existence du Sphinx, ajoutant un argument supplémentaire à ceux qui les associent au Kogaionon. En second lieu arrive le massif Suréanou, situé en proximité de Sarmis-Getuessa, ou les grottes du plateau de Lunkani, Suramar, Ponorici, Sioklovina, la grotte de Valeastani, auraient pu offrir à leur tour des conditions optimales pour l'isolement volontaire du prêtre suprême des Daces. Le fait est que Burbista, le premier et le plus grand des rois thraces, comme il est désigné dans l'inscription découverte à Balchik Dionysopolis, fit de nombreuses guerres aux tribus avoisinantes, les Celtes, les Yaziges, les Tauris, etc., et les a vaincus. Il conquit également les villes grecques du Pont Euxin, d'Olbia, située à l'embouchure du Boug, jusqu'à Mesembria et Apollonia, situées toutes les deux sur le littoral de la Bulgarie d'aujourd'hui, Djorescu 1981. Au sud du Danube, en Macédoine et en Illyrie, ces armées rencontrèrent pour la première fois les armées romaines, qui avançaient graduellement vers le nord de la péninsule balkanique. La confrontation entre César et Burbista était donc imminente, mais ne se produit plus en raison d'une coïncidence imprévisible. L'assassinat qui a frappé ces deux grands chefs d'armée cette même année fatidique, 44 AV. JC l'existence éphémère du royaume de Burbista n'a pas permis son organisation et son renforcement, ce dont profitèrent ses successeurs qui l'ont divisé selon Strabon, en 4 puis en 5 parties. Seulement la partie centrale, située au nord du Danube, conservera le nom de Dacie. Après la mort de Burbista, les territoires daces situés entre les monts Rhodope et le Danube, ainsi que ceux de la Pannonie et de la Transdanubie furent peu à peu conquis par les Romains et intégrés ensuite aux provinces romaines nouvellement créées, Illyricum, Moesia, Pannonia. Le couloir géographique du Danube devint ainsi une frontière stratégique de l'Empire romain, le long de laquelle se déroulèrent d'innombrables affrontements entre les légions romaines et les Gétoudas, qui s'alliaient souvent avec d'autres peuples comme les Sarmates, les Roxolans ou les Bastarnes. Selon les historiens, la fréquence et la virulence de ces affrontements,
ainsi que la croissance incessante du pouvoir et de l'influence des Daces dans la région furent précisément les causes principales qui ont déterminé l'empereur Trajan à conquérir leur royaume. Bien que démembré peu de temps après sa mort, l'État forgé par Burbista devint, au fil du temps, la matrice territoriale archétypale de l'espace ethnogénétique roumain. En effet, des groupes de populations proto-roumaines et roumaines vivent dans ces territoires jusqu'à nos jours, les Voloques dans les monts Tatra, les Aroumains en Macédoine et dans les monts du Pinde, les Mégléno-roumains en Istrie, les Valaques dans la vallée du Timok, etc. Après les bouleversements politiques qui suivirent l'assassinat de Burbista, l'État dace se reconstruisit à partir d'un de ces morceaux plus vastes comme territoire et mieux placé stratégiquement, qui recouvrait la partie centrale et le nord-ouest de l'ancienne entité politique. Celui-ci fut dirigé par le vaillant roi Décébal, 86 à 106 AP. JC, qui, sous la menace d'une invasion romaine imminente, créa dans un temps record un vaste système de fortifications montagneuses. Les forteresses furent installées principalement autour de Sarmizegetuessa Regia, sa capitale des monts Orasti, mais aussi dans les principaux cols montagneux, la porte de fer de Transylvanie, Ponorici-Sioclovina, ou bien le long du corridor hydrographique de la rivière Mur. Décébal entreprit de nombreuses campagnes militaires contre les Romains, y compris celles des années 85 à 87, déroulées en Moésie et dans les Carpates méridionales, soldées par sa victoire et par un véritable désastre infligé à l'armée romaine dirigée par le général Cornelius Fuscus. Pourtant, les confrontations de l'an 88 et les guerres de 101 à 102 et de 105 à 106 se terminèrent par la défaite de Décébal, Pope, Nagler 2009. La Dacie devint donc une cible de l'expansion romaine pour deux raisons principales. D'une part, elle représentait une menace permanente pour la frontière de l'Empire romain déjà fixée le long du Danube. D'autre part, c'était un État qui possédait beaucoup de richesses. L'or, l'argent et le sel étaient les trois ressources souterraines de la Dacie dont l'abondance suscita l'envie de conquête de l'Empire romain, au sommet de son extension et possédant une infrastructure militaire réclamant des dépenses conséquentes. Il suffit de se rappeler qu'en 1924 Carcopino évalua le butin de guerre pris à la Dacie à plus de 165 tonnes d'or et 331 tonnes d'argent. Ce butin réussit à redresser les finances impériales, paya 4 mois de jeux et de fêtes à Rome et subventionna la construction du Forum de Trajan, le chef-d'œuvre architectural le plus imposant de la capitale romaine. La Dacie fut incontestablement la plus précieuse conquête de l'Empire, Comnène 1919. Après une glorieuse histoire de plus de 7 siècles, au cours de laquelle il avait atteint, à l'époque de Burbista, les dimensions d'un véritable empire, l'État dace cessa définitivement d'exister à la suite des deux guerres sanglantes contre les Romains. Ces combats furent immortalisés par les fresques de la célèbre colonne Trajane, un monument considéré par de nombreux chercheurs comme le certificat de naissance du peuple roumain, qui orne le Forum de Trajan à Rome. Si la Dacie sortit de l'histoire en tant qu'État, les Daces subsistèrent en tant que peuple et furent mentionnés plusieurs siècles après le retrait d'Aurélien, soit grâce aux empereurs romains provenus de leur rang, Maximinus Thrax, Licinius, Galerius, Justinian, soit grâce à leur participation aux côtés de divers peuples migratoires à des expéditions militaires contre les Romains. Par conséquent, les Daces ne disparurent pas avant de laisser au peuple roumain, son descendant, un héritage inégalable qui lui garantit malgré toutes les adversités le maintien de son foyer ancestral. De cet héritage, composé de nombreuses valeurs matérielles et spirituelles, fit partie avant tout le support matériel de son existence, à savoir le territoire et tous ses éléments naturels et anthropiques. Le premier legs des Daces à leur postérité, c'est-à-dire aux Roumains, fut l'autochtonisme, car les Daces sont nés et se sont développés comme peuple in situ, plus précisément dans les dépressions protectrices des Carpates, à partir de la vallée du Timok et jusqu'aux Carpates boisées de la Slovaquie, dans les collines fertiles des Précarpates et dans les plaines danubiennes du cours moyen et inférieur de ce fleuve. Ce fut un attribut que le peuple roumain, le seul descendant des Daces, a préservé soigneusement et fidèlement tout au long de sa propre histoire, bien que les tentatives de le déraciner fussent nombreuses et lourdes. Geographia Romaniae, 2, 1984, page 22. Un deuxième ensemble de valeurs que les Daces ont transmises à leurs héritiers attitrés furent les éléments de la civilisation dace, la seule civilisation de type montagnard d'Europe,
chose confirmée d'ailleurs par les mots de l'historien Florus, 74 à 130 AP. J.C. cité par Josan 2002, Daci montibus inarent, les Daces sont inséparables de leurs montagnes. Avant que la Transylvanie du Moyen-Âge ne fût baptisée Siebenbürgen, cette cité, il y a eu d'innombrables citadelles, Dave, construites par les Daces sur tous les promontoires carpathiques et subcarpathiques. Par exemple, dans l'actuel département de Harghita, situé dans les Carpates orientales, il y avait 16 édifices de ce type. Les Dave étaient des forteresses avec des sanctuaires circulaires ou quadrilatéraux. Elles détenaient des fours pour fondre le cuivre et le fer, pour produire de l'or et de l'argent, pour cuire la céramique. Sarmiz-Getuessa Regia fut effectivement un véritable centre industriel de l'époque, Pop, Nagler 2009. L'agriculture, l'exploitation minière et la transformation du bois sont les trois activités qui ont fait la renommée des céréales et des vignobles Daces, mais surtout de l'or et de l'argent fondus dans les fours du sud de la Transylvanie. Ces occupations prospéreront au fil du temps dans les mêmes régions, preuve que la chaîne trophique de la continuité n'a pas pu être interrompue. La médecine populaire roumaine, extrêmement riche en informations sur les effets de guérison des plantes médicinales, a hérité des Daces un vaste inventaire d'herbes médicinales avec leurs propriétés thérapeutiques. En même temps, le crâne portant des traces de trépanation découvert à Poiana ou bien l'utilisation thérapeutique des eaux thermales de Geoagiu Germisara, Calan, Aquae, ou Bel Herculane, ad mediam, Gistoria Romanilor, I 2001, page 782, prouve le haut niveau atteint par les sciences médicales à cette époque-là. La langue des Daces reste encore une énigme dans son essence. Le poète latin Ovide dit dans Tristia, ses célèbres vers écrits pendant son exil sur les rivages du pont Euxin, qu'il ne la comprenait pas, pour mentionner toutefois un livre de poèmes écrit dans la langue des Gètes. Murgescu 2001. À présent, il existe un fonds d'environ 170 mots daces reçus, 1981, qui sont inclus et utilisés dans la langue roumaine. Il est connu que la plupart des mots roumains concernant des activités pastorales sont d'origine dace, ainsi que beaucoup de ceux qui désignent des éléments naturels, morphologiques, hydrologiques, de flore et de faune, ce qui démontre l'attachement profond des gens à leur terre, ainsi que la continuité millénaire d'un lexique autochtone, Gistoria Romanilor 3 page 112. Finalement, les Roumains ont hérité de leurs ancêtres daces la hardiesse et la bravoure, deux traits de caractère qui les ont aidés à surmonter des difficultés et des injustices, et à protéger leur territoire, leur langue et leur peuple. Lorsque la mort n'est pas à craindre, comme le montrent les croix colorées réalisées par Ionstan Patras en Maramuresh ou les joyeuses veillées funèbres de la région de Vrancea, le courage devient une réalité incontestable. La conquête romaine et la latinisation. La conquête de la Dacie a demandé à l'Empire romain, en premier lieu, une mobilisation sans précédent de ses forces militaires. En effet, 14 des 33 légions de l'Empire ont été sollicitées pour lutter contre la Dacie, y compris celles amenées d'Asie ou de Bretagne, auxquelles on a ajouté des troupes auxiliaires, pour arriver à un nombre total de 150 000 ou 200 000 combattants. Ces soldats ont été placés sous le commandement du génie militaire, qu'était l'empereur Trajan. Néanmoins, la conquête de la Dacie se produit seulement après deux guerres féroces, qui ont eu lieu entre 101 à 102 et 105 à 106, comme suit Pop, Nagler 2009. Dans la première conflagration, l'armée romaine, répartie en deux colonnes, franchit le Danube à deux endroits différents. À l'amont, la traversée se fit à Lederata, Ramna, à l'aval, elle se déroula à Dierna, Orsova. Ensuite, les légions se réunirent à Tibiscom, aujourd'hui Carandseb dans le Banat, et avancèrent vers Tapae, le lieu choisi par Décébal pour l'affrontement militaire. Malgré le fait qu'en l'an 88, il y avait perdu la confrontation avec les Romains, le roi Décébal, bon tacticien, n'a pas pu négliger le fait que la porte de fer de la Transylvanie représentait, en termes de stratégie, un lieu d'une importance capitale pour son État qu'il avait d'ailleurs fortifié entre-temps. La bataille fut acharnée, et les images de la colonne Trajane font l'éloge des dieux qui ont aidé l'empereur à gagner la lutte, en tournant le dos à Décébal, qui fut vaincu. Le roi Dace se retira dans les montagnes où l'année suivante, en 102 AP. J.C., il fut à nouveau attaqué par les Romains à partir du nord et du sud, respectivement à partir du bassin des rivières Mur et Giu. Graduellement,
Décébal fut obligé à céder forteresse après forteresse jusqu'à proximité de Sarmizegetuessa, sa propre capitale. L'épuisement de l'armée romaine força cependant l'empereur Trajan à accepter la paix, une paix désastreuse pour les Daces car elle leur imposait des clauses très dures. Plus précisément, les Daces devaient démanteler toutes leurs citadelles, mais ils devaient aussi céder aux Romains les territoires que ces derniers avaient conquis durant la guerre. Il va de soi que la paix était seulement une paix de circonstance, destinée à offrir aux deux adversaires un répit pour le regroupement et une meilleure organisation des forces militaires avant la confrontation finale, chose confirmée par les préparatifs intenses déroulés dans les deux camps. Afin de s'assurer un accès sûr et facile de l'autre côté du Danube, l'empereur Trajan a confié à l'architecte Apollodore de Damas la tâche de construire un pont sur le fleuve, entre les localités Kladovo et Drobeta, aujourd'hui Drobeta Tournou Séverine. Ce pont fut érigé en temps record entre les années 103 à 105 et devint, à cause de sa monumentalité et de ses dimensions, 1135 mètres de longueur, 15 mètres de largeur, 19 mètres de hauteur, un des édifices les plus remarquables de l'Antiquité, Phodoréan 2014. Au XVIIIe siècle on pouvait encore admirer ces piliers dans le lit du Danube, mais à présent seuls quelques vestiges ont survécu sur la rive roumaine du fleuve. Connaissant le retranchement des Daces dans leur citadelle des montagnes, et surtout dans leur capitale Sarmizegetuessa, l'empereur Trajan imagina pour la campagne militaire des années 105 à 106 une stratégie d'attaque simultanée sur 3 directions. L'armée qu'il dirigea avança depuis le Banat, à travers le couloir Timiș-Cerna et la porte de fer de la Transylvanie. Une seconde armée attaqua à travers le défilé de l'Olt, tandis que la troisième escalada les gorges de Vlchan, afin de surprendre les défenseurs des citadelles daces sur les flancs les plus vulnérables. Après de violents combats, l'armée romaine conquit la capitale Sarmizegetuessa. Par conséquent, à la fin de la bataille, le courageux et digne roi Décébal se suicida pour ne pas devenir un prisonnier destiné à auréoler le triomphe romain. Pour briser définitivement les possibilités d'une future résistance des Daces, toutes leurs citadelles, Dave, furent systématiquement détruites à partir de Sarmizegetuessa Regia et jusqu'aux celles de Moldavie, Petrodava, ou bien d'Ukraine transcarpatique, Malaya Kopanja et Slatina. Après la victoire, les autorités romaines ont construit dans la dépression de Ateg, non loin du foyer de la civilisation dace, une nouvelle citadelle, Sarmizegetuessa Ulpia Traiana, qui servit de capitale pour la province récemment conquise. Les mots de l'empereur Trajan, le grand vainqueur des guerres contre les Daces, furent reproduits par Julien l'Apostat dans César 325, Historia Romani Lore, I 2001, page 765. Ils sont illustratifs pour caractériser les ancêtres des Roumains. Nous avons anéanti le peuple des Gètes, qui étaient les plus guerriers de tous les temps NN, et non seulement en raison de la force de leur corps, mais parce qu'ils avaient été convaincus d'être braves par leur grand dieu, Zamolxis. Bien sûr, l'expression « nous avons anéanti » visait la puissance militaire des Daces et non la population civile des futures provinces romaines. D'ailleurs, la colonne Trajane et les statues de Daces non enchaînées qui ornent le forum de Trajan représentent un hymne à la bravoure légendaire de ce peuple. On doit noter que, malgré le fait que les légions romaines pénétrèrent profondément dans le territoire de la Dacie, jusqu'à l'est des Carpates orientales et sur la Tisa supérieure, l'empereur Trajan n'a pas incorporé dans les frontières de l'Empire, plus précisément dans la province romaine de Dacie, de vastes régions de l'Est, du Nord et du Nord-Ouest. Le Limès du Nord, marqué par un dense alignement de castres, Porolissum, Busiumi, Romana, Romita, Tio, Casei, Ilissois, Laïvezil, Oraiu Bistritei, a été fixé en sorte d'englober les gisements d'or, d'argent et de sel qu'on connaissait à l'époque. La population des territoires situés au-delà du Limès, appelée par l'historiographie roumaine, les Daces libres, resta, durant la période romaine, entre les années 106 à 275, en étroite liaison avec la population dace située à l'intérieur de la province romaine, tout en formant un milieu propice pour la propagation extérieure de la langue et de la culture latine. Cette diffusion fut facilitée précisément par la langue dace, parlée tant par les Daces libres que par les Daces romanisés. En retour, la langue des Daces fut d'ailleurs apprise par certains Romains comme le poète latin Ovide, exilé pendant presque une décennie, 8 à 18 AP. J.C. par l'empereur Auguste à Tomis, aujourd'hui Constanța. Il l'assimila si bien, qu'il écrivit même des poèmes en langue dace, Murgescu 2001.
Malheureusement, ces créations se sont perdues sans trace, mais leur possible récupération serait équivalente pour la langue des Daces à la découverte de l'inscription de Rosette, qui avait permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. La province de Dacie organisée par l'empereur Trajan ne couvrait que la partie sud et le centre de la Transylvanie, le Banat et l'Olténie. Après la guerre des années 101 à 102, l'est de la Muntenie et le sud de la Moldavie furent intégrés dans la province de Moesia inférieure, qui englobait déjà la Dobroja et les territoires daces du sud du Danube. La Crisana, le Maramuresh et la Moldavie du Nord sont restés en dehors de l'Empire romain. L'administration romaine a parsemé la Dacie de Castres, qu'elle situa soit aux frontières de la province, dans des endroits stratégiques, soit le long de grandes routes romaines. Le plus connu est le limes Transalutane, d'une longueur de 235 km, qui comprenait 14 castres situés entre les Carpates méridionales et le Danube. Pop, Nagler 2009, page 141. Le paysage agricole fut dominé par des villas rusticae, identifiées dans environ 65 sites archéologiques, y compris ceux de Rao, Eton, Yernut, Apoldu de Sus, Chinteni, Saint-Cy, Protaz, 2000. Le réseau des routes pavées est marqué par les fameuses bornes milliaires, dont une fut découverte à Eton, près de Cluj-Napoca, traverse la province tout en suivant les grands couloirs naturels. Les routes romaines entre Dierna et Porolissom, sur 410 km, tout comme la voie Drobeta Romula Malva à Pulom, longue de 539 km, traversaient la province du nord au sud et furent intensément circulées. Fodoréan 2014. En fin de compte, la plus importante conséquence historique de la conquête de la Dacie par les Romains est l'ethnogenèse du peuple roumain. Ce fut un processus complexe, déroulé sur une longue période de temps, pendant lequel les deux cultures se sont organiquement mélangées. Sans privilégier les arguments d'un camp ou de l'autre, comme le font les historiens dans leurs disputes, nous considérons l'opinion de George Calinescu 1968 comme extrêmement équilibrée et adéquate. Ce n'est pas un nouveau peuple qui est né suite à la pénétration romaine, mais un peuple très ancien, celui des Daces, NN, a été modifié par l'action d'un peuple plus récent. L'espace mental roumain. Par la question, existe-t-il une géographie spécifique des espaces mentaux ? Jean-Luc Piveteau, 1972, proposa non seulement un nouveau concept géographique, mais ouvrit également un champ de préoccupation scientifique qui s'élargira et se diversifiera ultérieurement de manière explosive. À son tour, le philosophe Lefebvre 1974 s'y attacha, en associant l'espace mental à une large catégorie d'autres types d'espaces, vécus, perçus, conçus, intensément étudiés par les géographes de l'époque. On a assisté à une bifurcation des préoccupations scientifiques, la vigueur des analyses faites par Fremont, 1968, 1974, 1976, 1999, sur l'espace vécu, dirigeant la recherche géographique sur cette direction. Malgré le fait que l'expression espace mental fut lancée par un géographe, elle fut adoptée et fit de plus larges échos parmi les spécialistes des sciences du langage, logico-mathématiques, juridiques, psychologiques, etc. D'ailleurs, dans le domaine de la linguistique, Fauconnier 1984 créa la théorie des espaces mentaux sous-jacents, TSM, qui vise à décrire la construction du sens dans les langues naturelles d'un point de vue dynamique. Cole 2010. Dans ce contexte où, en fonction de son applicabilité, l'espace mental reçoit une signification particulière, nous pensons que l'association permanente de l'attribut géographique peut distinguer nettement celui-ci par rapport aux autres catégories d'espaces provenant des autres sciences ou d'autres domaines d'activité. L'espace mental géographique est formé par l'imbrication organique de 4 types d'espaces identifiés dans ce domaine Cauchon 2011, à savoir l'espace vécu Fremont 1968, 1972, 1974, 1999. L'espace perçu, Metton Bertrand cité par Fremont 1974, l'espace conçu Dollfuss 1970, Lefebvre 1974 et l'espace régional Dollfuss 1970. Ce dernier représente en fait le système territorial, avec toute sa toile d'araignée de vecteurs et de relations. Ouvrir ici une discussion sur l'espace mental géographique du peuple roumain n'est pas déraisonnable, car il y a des arguments suffisants sur l'existence d'une relation biunivoque entre son apparition et son développement et le processus d'ethnogenèse. En effet,
Celle-ci fut mise en œuvre par le contact historique entre les Daces et les Romains, par l'intersection de l'héritage matériel et spirituel des autochtones avec la culture et l'organisation supérieure des vainqueurs, qui se produit à partir de l'année 106. On peut constater que la chaîne montagneuse des Carpates, circonscrite dans son intégralité à la Dacie de Burbista, avec ses nombreuses dépressions protectrices, parmi lesquelles se remarque la dépression de la Transylvanie, d'environ 25 000 km², et celle du Maramuresh historique, dépassant 10 000 km², avec les richesses variées de son sol et de son sous-sol, forma le support physique de L'. Espace mental archétypal du peuple roumain, Cauchon 2006. La genèse et l'évolution de cet espace ont connu d'ailleurs plusieurs phases. Cauchon 2008. Une étape préliminaire, celle d'As, 6e siècle AV. JC 106 AP. JC. Ensuite une étape précoce, qui coïncida avec la cohabitation daco-romaine des années 106 à 275, suivie par la période proto-roumaine, 275 7e ou 8e siècle, et enfin l'étape roumaine quand il a été défini et affirmé, 9e siècle présent. L'espace mental roumain s'est déployé au sein de la région carpatique dans son extension maximale, entre Tatra et Timok, et dont le noyau et le centre de propagation sont localisés dans le bassin intramontagnard de la Transylvanie. C'est un espace mental géographique d'une grande uniformité structurelle et fonctionnelle, qui s'est forgé à partir d'éléments matériels et spirituels, d'une grande stabilité dans le temps. Fremont, 1976-1999. La cohésion entre ces éléments a été assurée par l'usage commun de la langue roumaine, extrêmement riche sur le plan sémantique, très plastique et euphonique, et en même temps, beaucoup plus facile d'accès que les langues parlées dans les régions voisines. Cet espace mental archétypal s'est consolidé sur les contreforts naturels des Carpates, qui ont offert à leur population toutes les conditions nécessaires pour vivre et se développer. Des ressources du sous-sol plus riches que dans tout autre endroit de l'Europe, or, argent, fer, cuivre, sel, pierres de construction, argile utilisée dans l'art de la céramique, c'est-à-dire tous les minerais et les minéraux sur lesquels les civilisations antiques et médiévales ont été fondées, des terrains agricoles une grande diversité phytoécologique, qui ont permis le développement de tous les domaines et les sous-domaines de l'agriculture, des forêts et des eaux d'une très grande richesse faunistique, et un relief extrêmement diversifié du point de vue morphologique, favorisant un climat tempéré modéré, etc. Cet espace a préservé son unité jusqu'à ce que des forces opiniâtres et mieux organisées aient réussi à le fragmenter. Cauchon, David, 2013. Le fait que le noyau de cet espace, son creuset bouillonnant, s'était consolidé pendant une longue période surtout à l'intérieur de l'anneau des Carpates, en Transylvanie, Conea, 1941, est prouvé amplement par la transhumance et les descalcates. Ce furent respectivement des migrations oscillantes ou définitives de la population d'origine roumaine de Maramuresh, de Marginimea Sibiului, de la dépression de Brashov ou des monts Apoucheni, des migrations déterminées par des raisons politiques, économiques ou sociales. Certainement, ces phénomènes auraient été impossibles sans l'existence d'un important réservoir de population à l'intérieur des Carpates. La transhumance et les descalcates ont commencé à la fin de l'époque des migrations des peuples, mais au début des nouvelles menaces venues de la part des peuples voisins et surtout de la part de l'État hongrois qui se trouvait en pleine expansion. Elles ont joué le rôle de vecteurs parfaits de dispersion radiaire vers les zones basses, de collines et de plaines, des caractéristiques structurelles de l'espace mental archétypal carpatique. On constate une orientation univoque des déplacements, de la montagne, espace de référence ethniquement et phylogénétiquement vers les territoires bas, extérieurs. Ou plus exactement, d'un noyau central vers des périphéries bordées par le Boug, la Tisa, la Morava et le Timok. Provenant donc d'un foyer unique, ces vecteurs portaient un message identique dans ses significations. C'est la seule façon d'expliquer aisément l'homogénéité de la langue roumaine, de nos coutumes et de nos traditions, de la mythologie populaire de diverses provinces et régions roumaines. L'expansion de l'espace mental originaire vers les régions de collines et de plaines est exprimée aussi d'une manière révélatrice par la migration des capitales de la Moldavie et de la Valachie, entre le XIVe et le XVIe siècle, des zones montagneuses des Carpates vers les zones basses du plateau de la Moldavie et de la plaine roumaine. Plus précisément, le déplacement de capitale de Baia à Siret, puis à Suceava et ensuite à Iași pour la Moldavie,
et de Câmpulung à Curtea de Arge, puis à Târgoviste et ultérieurement à Bucarest pour la Valachie. Il faut placer ce phénomène sous le signe du renforcement graduel, politique et militaire des États médiévaux, ce qui signifiait la diminution de la dépendance stratégique des Roumains des contreforts naturels des montagnes, comme ce fut le cas au temps des Romanies populaires, Iorga 2014, ou des communautés villageoises. Il faut encore lier ce phénomène à l'élargissement de la sphère d'influence des communautés villageoises sur des territoires de plus en plus vastes, habités depuis longtemps par les Roumains. En conclusion, il apparaît un phénomène inédit, celui de déplacement radiaire depuis les forteresses montagnardes, jouant principalement un rôle d'abri, vers les collines et les plaines périphériques, capables à cause de leurs ressources complémentaires de supporter une pression anthropique croissante. Dans ce cadre d'analyse, il y a deux aspects qui retiennent l'attention par leur spécificité, à savoir la structure et de la typologie de l'espace mental roumain. On peut constater ainsi que l'espace mental roumain a une structure pyramidale Cauchon 2004, s'appuyant sur la terre, la propriété, le domaine, figure 2. Dans la mentalité du Roumain, louer c'est une chose circonstancielle, il n'admet pas de payer un loyer toute sa vie. Son rêve est celui d'avoir une propriété, un lopin de terre sur lequel il pourrait construire sa propre maison. D'où l'explication des données statistiques fournies par Hyposta, la Fédération européenne de crédit hypothécaire. La Roumanie est un pays de propriétaires, plus de 95% de ses habitants possédant leur propre maison. Sur ces terres, l'individu et la communauté construisent leur maison et leur localité. À cela s'ajoute le facteur humain, rassemblés d'abord dans une communauté de type clan, groupe d'individus appartenant à un arbre généalogique, puis dans un groupe ethnique et finalement dans un peuple. Chacun de ces groupes a ses propres habitudes, traditions et coutumes, sa propre transcendance spirituelle et sa propre mythologie locale. Tout cela sous le sceptre de la divinité, car le peuple roumain est né chrétien puisque l'apôtre André, le saint patron des Roumains, prêcha la religion du Christ durant le 1er siècle après Jésus-Christ sur les terres de la City mineure d'Obroja. Le support physique explicite, la terre et la maison, la localité, confère une connotation tellurique à l'espace mental, tandis que la présence de la divinité lui apporte une dimension cosmique. Il apparaît ainsi un phénomène évident de sublimation de la matière dans l'immatériel, du périssable dans la pérennité, du particulier dans l'universalité, Cauchon 2011 page 36. Le deuxième aspect important de l'espace mental roumain est sa typologie nuancée, Cauchon 2001, 2011. En analysant les significations et le contenu territorial, on voit paraître une holarchie territoriale typique qui a comme niveau intégrateur supérieur l'espace mental national, qui inclut l'espace mental provincial, ethnographique et habitationnel, lequel, à son tour, transcende un espace mental métropolitain ayant des traits dérivés, hybrides. Particulièrement intéressants sont les espaces mentaux provinciaux, correspondant aux entités historico-géographiques du pays, la Muntenie, l'Olténie, la Moldavie, la Bucovine, la Transylvanie, le Banat, la Crisana, le Maramureș, mais tout aussi bien les espaces mentaux ethnographiques liés au pays, ces 18 constructions de type identitaire qui seront analysées en détail dans un autre chapitre, Cauchon Changa 1999 à 2000. L'espace mental habitationnel, une entité de type cellulaire, est généralement associé à la localité d'origine ou au lieu de naissance d'un individu. C'est là qu'il forme ses premières représentations de la réalité environnante et s'approprie les coutumes locales, y compris dans son comportement, sous forme de véritables réflexes inconditionnés. Son nom provient sans exception d'une adjectivation des toponymes Poieni, Poienar, Vidra, Vidréan, Busiumi, Busiuman, etc. Figure 2. La structure pyramidale de l'espace mental roumain. Source Cauchon 2004. Une catégorie dérivée de l'espace mental habitationnel est celle de l'espace mental métropolitain, qui caractérise la capitale roumaine, Bucarest, mais aussi d'autres grandes villes avec des traditions culturelles importantes, telles que Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca. Les appellations de leurs habitants, bucaretois, Ieșean, Timișorean, Craiovean, Clujois, englobent dans leur signification l'attribut d'appartenance à un espace habitationnel spécifique, défini par certaines prérogatives politico-administratives, économiques ou culturelles,
qui parfois sont transformés par certaines personnes en arguments subjectifs d'une supériorité sociale visible, par rapport à la population des régions limitrophes. Entre le IIe et le IXe siècle, les conséquences de la constitution d'un espace mental géographique propre, bien structuré et fonctionnellement articulé, furent nombreuses et très importantes pour l'évolution historique du territoire et du peuple roumain. Le miracle de l'îlot latin dans une mer slave, et l'inamovibilité des Roumains de leur foyer ethnogénétique, en dépit de l'existence de 3 vagues successives de peuples migrateurs, a des explications bien simples. D'un côté, il s'agit de l'attachement profond des Roumains au support physique territorial et de sa perception détaillée, ce sont des attributs de l'espace vécu et perçu hérités des Daces. De l'autre côté, il s'agit d'une invention créative et d'une organisation efficace du territoire, ce sont des traits de l'espace conçu et régional, hérités par la filière romaine comme un réflexe d'une culture supérieure. Son renforcement au fil du temps a des effets encore plus amples pendant le Moyen Âge, quand, bien que séparé du point de vue géopolitique et placé sous une pression assimilatrice par les puissances voisines, les 3 États roumains, la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie, ont perpétué leur conscience nationale et linguistique jusqu'à leur association dans l'entité politico-administrative d'aujourd'hui. Le même espace mental offre des arguments en faveur de l'attachement puissant des Roumains à leur lieu d'origine. Les Roumains sont un des peuples de l'Europe centrale avec le plus faible nombre d'émigrants. La situation actuelle, où autour de 2,5 à 3 millions Roumains, soit 12 à 15% de la population, ont émigré pendant le dernier quart de siècle vers l'Europe occidentale mais aussi au Canada, aux États-Unis ou en Australie, est atypique. Bien sûr, ce phénomène reste fluide, voire fluctuant, car la migration pour le travail est difficile à séparer de la migration définitive. Toutefois, il y a de nombreux signes indiquant qu'il s'agit pour beaucoup d'émigrants d'une situation temporaire. Sinon, ils n'enverraient pas l'argent gagné pour construire ou acheter des propriétés dans leur pays d'origine. Enfin, l'espace mental géographique ainsi constitué, décanté et distillé pendant des siècles dans sa structure et son fonctionnement, a représenté pour le régime communiste de Roumanie qui a gouverné le pays d'une manière discrétionnaire pendant près d'un demi-siècle, un obstacle infranchissable. Et cela en dépit du fait que 2 de ces niveaux structurels, celui de base, c'est-à-dire la propriété, et celui du sommet, c'est-à-dire la divinité, ont été enlevés ou interdits aux gens ordinaires. Par conséquent, bien qu'il ait attaqué durement l'édifice puissant et solide de l'espace mental autochtone, le communisme n'a pas réussi à effacer le sentiment de propriété et les préceptes de la morale chrétienne de l'esprit des Roumains. Ce phénomène a été particulièrement visible en décembre 1989, au moment de l'effondrement du communisme, quand le retour aux valeurs anciennes se fit instantanément, Cauchon 2004. Au carrefour des grandes migrations. La localisation géographique du territoire de la Roumanie en Europe centrale l'a transformé au cours des grandes migrations, 2e-9e siècle, dans un véritable carrefour, où les vagues de population allochtone asiatique s'étaient entrecroisées avec les peuples venant de l'Europe de Nord. Ainsi les Sarmates, originaires du sud de l'Oural et des steppes situées au-delà de la Volga, dont la migration débuta au VIe siècle av. JC et se termina au IVe siècle AP. JC, ont croisé ici les Goths et les Gépides, qui migrèrent entre les 2e et 8e siècles de la mer Baltique vers le sud du continent. Durant cette première vague migratoire, les hordes sanglantes des Huns d'Attila envahirent ce territoire entre 376 à 454 AP. JC, avant d'établir le foyer de leur État dans la plaine pannonienne. De là, ils menacèrent l'Empire romain, déjà divisé en 2 parties. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient qui avait sa capitale à Constantinople. Historia Romani Lore 2 2001, page 663-717. Les signes du christianisme apparurent en Dacie à partir de l'époque romaine, mais la christianisation des Daco-romains et des Roumains s'accomplit entre les 4e et 6e siècles. En 369, on mentionna déjà un épiscopat chrétien à Tomis en Dobroja. Les ruines des basiliques, les lampes à huile, les inscriptions votives et les lampes portant des symboles chrétiens qu'on a découverts à Mangalia, Niculitel, Biertan, Apulum ou Dej, et qui datent du même siècle, reflètent l'ampleur de ce phénomène, Giurescu 1981, page 88 à 89.
Même s'il s'est superposé du point de vue spatio-temporel au processus d'ethnogenèse des Roumains et d'apparition de la langue roumaine, la première vague de peuples migrateurs, c'est-à-dire les Sarmates, qui se sont établis temporairement dans le nord de la Moldavie et dans la Crisana, les Huns, établis en Pannonie et dans le Banat, les Goths et les Gépides, établis en Transylvanie et en Valachie, n'a pas laissé de traces profondes dans la structure sociale ou dans celle de la langue roumaine, ibide. En fait, grâce à la contribution significative du latin, le roumain devint une langue nettement supérieure aux langues parlées par les migrateurs. Les vestiges archéologiques, basés sur les artefacts de la culture matérielle et sépulcrale, attestent un métissage des autochtones daco-romains et des Roumains avec les populations migratoires, tandis que le célèbre trésor découvert à Pietroasa, dans le nord-est de la Valachie, surnommé la poule au poussin d'or, confirme la présence des Goths dans cette région. La deuxième vague de peuples migratoires s'est constituée autour des populations d'origine slave, qui arrivèrent du nord-est de l'Europe et se déversèrent comme une tache d'huile sur toute la partie centrale et orientale de notre continent. La première attestation des Slaves sur le territoire de la Roumanie date du VIe siècle AP. J.C. À notre avis, Cauchon 2008, elle représenta la plus grande menace pour le peuple roumain, qui, au moment culminant de cette migration, se trouvait au milieu de sa constitution et de son renforcement, y compris linguistique. La slavisation complète des populations situées dans le centre et le nord de l'Europe, la Pologne d'aujourd'hui, la Tchéquie, la Slovaquie et dans le nord des Balkans, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie, mais également des peuples sédentaires établis déjà dans les bassins du Dniepr et du Boug, la Russie et l'Ukraine actuelle, confirment amplement la force assimilatrice de la vague migratoire slave. La seule enclave, l'îlot latin dans la mer Slave, fut représentée par les Roumains. Non seulement ils résistèrent à l'assimilation des Slaves, mais qui plus est, ils réussirent à assimiler les populations slaves avec lesquelles ils sont entrés en contact. La majorité des théories actuelles montrent que cela fut possible grâce à la supériorité de la culture et de la langue des Roumains, qui, en l'absence de contraintes politiques ou militaires, sont devenus les outils les plus efficaces de l'assimilation des Slaves, un processus qui n'a été ni rapide ni facile. Les mots slaves qui subsistent encore dans le vocabulaire roumain, ainsi que les coutumes et les traditions héritées des Slaves en témoignent incontestablement. L'important c'est que la langue roumaine a réussi à s'imposer, fait prouver par l'existence au VIe siècle d'un peuple et d'une langue d'origine latine dans la région des Carpates et des collines et plaines adjacentes. Durant les 7e et 8e siècles, en Transylvanie, en Pannonie, mais aussi dans la plaine danubienne, les Roumains cohabitèrent avec les Avars, des migrateurs d'origine asiatique qui, à l'exception de certains vestiges archéologiques, n'ont pas laissé de traces dans la langue ou dans les occupations des habitants. La troisième et dernière vague de peuples migrateurs traversa le territoire roumain à partir du Xe siècle. Il s'agit de Hongrois, de Pecheneg, d'Uz et de Coumans. L'histoire retiendra l'interaction permanente des Roumains avec les Hongrois, qui d'après certaines sources sont arrivés de la région de l'Altaï. La dépression Tsungaria conserve d'ailleurs une forte racine toponymique liée à cette population. D'autres sources placent l'origine des Hongrois dans les steppes nord-pontiques et consignent leur installation dans la plaine pannonienne autour de l'année 896, quand les Hongrois traversèrent le col de Verex dans les Carpates. Gistoria Romanilor 3 2001 pg 250 à 254. Non seulement les Hongrois ont occupé définitivement le nord-ouest de l'ancienne Dacie, fait rappeler dans la chronique de Nestor, mais ils ont détruit les structures roumaines pré-étatiques dans la Crisana, le Banat, le Maramuresh et la Transylvanie à travers des campagnes militaires déroulées pendant 3 siècles, 11e-13e. Quant aux Pecheneg et aux Coumans, population asiatique d'origine turque, ils ont créé respectivement au Xe, XIe et au XIIe, XIIIe siècle des formations administratives éphémères sur les territoires extra-carpathiques de la Muntenie orientale et de la Moldavie méridionale. Ces structures allaient disparaître au moment de l'assimilation de ces migrateurs par la population autochtone roumaine, comme Naine 1919. La migration des peuples dura, dans son intensité maximale, plus d'un demi-millénaire, entre 4e et le Xe siècle, tout en adoptant les formes les plus surprenantes, de l'invasion destructrice des Huns ou des Vandales à la pénétration lente et constante des Slaves. Malgré cela, elle confirma le statut autochtone du peuple roumain et de la langue roumaine pleinement formée et développée.
Comnène 1919, consignait d'ailleurs à juste titre, pendant ce cataclysme, les ancêtres des Roumains, les Daco-Romains, et puis les Roumains proprement dits, NN, peuple d'agriculteurs profondément attachés à la sainte terre nourricière, restèrent liés à leur glèbe. Ils la défendirent contre les barbares dans la mesure de leur faible force, et lorsque le flot des envahisseurs devint irrésistible, ils se retirèrent au fond des forêts accueillantes et vers la montagne hospitalière. Le même auteur souligna encore que les Roumains n'ont pas pu être délogés du foyer de leur ethnogenèse, en dépit de l'adversité des circonstances. Ils ont fondé leur existence non pas sur des pillages et des invasions à travers l'Europe, mais sur l'exploitation sédentaire du potentiel naturel de leur l'espace mental, carpato-danubiano-pontique. Les Roumains n'ont pas été contraints à migrer, à s'organiser dans des structures militaires capables à envahir, à maîtriser ou à saccager d'autres peuples. Ils possédaient déjà un territoire disposant de ressources riches et variées, dont la seule exploitation pouvait leur assurer la subsistance. Il suffit de rappeler que les monts Apouchéni détiennent jusqu'à présent, même après des milliers d'années d'exploitation intensive, les plus riches gisements d'or d'Europe. Et cela dans un environnement favorable, assuré par la position géographique optimale et la configuration harmonieuse des structures morphologiques et hydroclimatiques de la Roumanie. Or, les occupations paisibles de n'importe quel peuple ne sont jamais spectaculaires. En contrepartie, les auteurs de toutes les époques sont fascinés plutôt par les campagnes militaires et les épopées historiques, ignorant systématiquement la population autochtone. C'est pour cela que les documents historiques mentionnent moins les Roumains par rapport aux Slaves, Petcheneg ou Koumans qui avaient envahi temporairement notre territoire, mais qui ont fini par être assimilés. En tant que peuple paisible et sédentaire, les Roumains se sont organisés en cellules élémentaires d'habitat, en communautés locales, où ils ont formé les Romanii populaires, Iorga, 2014, fonctionnant en autarcie basée sur des coutumes et des pratiques millénaires. Puisqu'ils ne se sont pas focalisés sur des pillages ou sur des expéditions contre autres populations, les Roumains n'ont pas considéré la mise en place d'une organisation militaire comme une nécessité prioritaire. Hélas, ce manque de stratégie s'avéra contre-productif durant l'époque historique agitée des migrations des peuples, quand la force et la cruauté étaient les seuls arguments palpables, et quand son territoire était incessamment menacé par divers groupes ethniques. Cela explique non seulement une cohabitation plus ou moins longue des Roumains avec divers peuples migrateurs, les Goths, les Slaves, les Petcheneg, les Koumans, mais aussi l'acceptation, bon gré mal gré, d'autres migrateurs, les Hongrois, les Sicules et les Saxons, avec qui ils partageront des parties de leur territoire ethnogénétique. La dynamique brownienne de l'époque des migrations s'est avérée un cadre fertile pour l'individualisation du roumain comme langue romane, avec de puissantes racines dans le latin vulgaire, populaire, provincial, rusé 1994. Le mélange permanent avec d'autres langues, extrêmement variées du point de vue morphologique, syntactique et phonétique, qui se réalisa pendant des siècles, joua le rôle d'un facteur distillant pour le roumain. Ce processus aida à sélectionner le durable de l'éphémère, à renforcer les structures linguistiques héritées des Daces et des Romains et à l'enrichir au niveau lexical. L'apport le plus important fut celui de la langue slave. La plupart des exégètes fixent la période de formation de la langue roumaine entre les 5e et 8e siècles. Gistoria Romanilor 3 page 121, mais nous considérons, tout comme le fit I. Russu, cité dans la Geographia Romaniei 2, 1984, page 30, que le roumain se cristallisa définitivement entre le 3e et le 6e siècle. Le roumain était donc supérieur à la langue slave au moment de l'arrivée des Slaves dans la région, à la fin du 6e siècle, et de ce fait une prééminence du slave ainsi que son assimilation par les Roumains du nord du Danube auraient été des choses presque inconcevables. Toutefois, cette compétition fut perdue par les Roumains du sud du Danube, qui n'avaient pas réussi à former un bloc ethnique et linguistique unitaire et fort, capable de résister à l'assaut de la langue bulgare. Cela malgré une cohabitation politique de plus de 2 siècles, 12e-13e, entre les Roumains et les Bulgares, qui se réalisa sous la forme d'un tsarat roumano-bulgare, conduit par la dynastie roumaine des Hazanești, Gistoria Romanilor 3 2001, page 428 à 438. Les premières formations politiques, les 3 États roumains. L'organisation politique des Roumains est relativement synchrone avec celle des autres peuples d'Europe centrale et orientale,
les Tchèques, les Polonais, les Serbes, les Bulgares, les Russes ou les Hongrois. Pour tous ceux-ci, le IXe siècle marqua l'apparition des premières structures étatiques proprement dites, Giurescu 1981. Les prémices de ce phénomène, ayant des conséquences capitales sur le développement ultérieur, sont situées au IVe-VIIIe siècle avec l'apparition des communautés villageoises, des romanies populaires et des tarii, pays, superposés aux bassins hydrographiques d'ordre inférieur, qui n'étaient que les formes les plus simples, les noyaux, du processus d'agrégation administrative et politique. Entre les IXe et XIIe siècles, sur tout le territoire habité par les Roumains d'une part et d'autre des Carpates, ainsi qu'en Dobroja, il y avait un grand nombre de formations étatiques embryonnaires, autonomes, nommées voïvoda ou seheneza, dont le dirigeant était un voïvode ou un knea. Dans la Transylvanie historique, Gesta Hungarorum, la chronique du notaire anonyme du roi Béla III, mentionne l'état de Meniu-Moru, situé dans le nord-ouest. Selon certains auteurs, son territoire se superposait à celui de la Crisana actuelle et au bassin supérieur de la Tisa, sa capitale étant Abiarea. Un autre voïvoda, situé dans la partie nord du plateau transylvain, avec pour capitale Dabaca, était dirigé par Gélu. Il fut conquis par les Hongrois après des luttes acharnées. Enfin, il y avait le voïvoda de Gyula, Dux Magnus et Potan, qui s'étendait dans la région du Mur, son centre administratif étant fixé à Alba Iulia. Dans le Banat, à la même époque, il existait le voïvoda du prince Glad avec sa capitale à Orsova, Gistoria Romanilor 2001-3. Au sud des Carpates, les chroniques mentionnent les principautés d'Ioan et de Farkas dans le pays de Séverine, le voïvoda dirigé par Litovois en Olténie, ainsi que celui gouverné par Senelo dans la région d'Arge. Au Xe siècle, sur le territoire de la Dobroja existaient des structures administratives gérées par Dimitri et Gheorghe, Ibid. Pendant près de 6 siècles, depuis 1330, année de la victoire de Posada, du voïvode Bassarabie sur les armées du roi hongrois Charles-Robert d'Anjou, victoire marquant l'existence de la Valachie comme puissant État roumain au sud des Carpates, et jusqu'en 1918, année de la Grande Union, les 3 pays roumains eurent une évolution historique individualisée. La Moldavie et la Valachie, situées sous l'influence de l'Empire ottoman, qui cependant leur a constamment reconnu l'autonomie, voir par exemple les traités signés entre la Moldavie et la Sublime Porte en 1513 et 1529 comme Komnen, 1919, connurent de nombreuses similitudes dans leur évolution politique à travers les siècles. En revanche, la Transylvanie a connu une autre évolution, qui ne s'est synchronisée que partiellement avec celle de ses sœurs de l'Est et du Sud des Carpates. La Transylvanie fit partie de la Hongrie jusqu'en 1526, puis elle devint un État indépendant, placé sous la suzeraineté de l'Empire ottoman, pour passer après 1699 sous l'autorité de l'Empire des Habsbourg. En rétrospective, les 6 siècles d'existence séparés de la Moldavie, de la Valachie et de la Transylvanie peuvent se définir comme suit. Le XIVe fut le siècle des fondations étatiques. Le XVe siècle fut celui des émancipations politiques, le XVIe siècle, celui des hésitations et des contradictions géopolitiques et le XVIIe, celui de la revigoration culturelle. Le XVIIIe siècle marqua le début de la révolution industrielle. Le XIXe siècle représenta l'époque de la résurrection des sentiments nationaux. Finalement, le XXe siècle consacra l'union de ces 3 entités créées par le même peuple et partageant la même langue, dans un seul État national centralisé, la Roumanie. Au XIVe siècle, la fondation des États débuta en Valachie, où en 1330, le voïvode Bassarabie gagna la bataille contre les armées du roi hongrois Charles-Robert d'Anjou, en certifiant ainsi l'existence au sud des Carpates d'un État roumain indépendant et puissant, y compris sous l'aspect de son organisation militaire. Selon la légende, les prémices de cet État apparurent à la fin du XIIIe siècle, lors de l'arrivée des Cacates, du voïvode Negru-Vaudeux du sud de la Transylvanie, du pays de Fagarash. Par cette victoire, Bassarab écarta la menace de la Hongrie, fixa sa capitale dans la dépression sous-carpatique de Kampulung et élargit ensuite, après des confrontations avec les hordes tatars, les frontières de son pays jusqu'au delta du Danube. Parmi les descendants de Bassarabie sur le trône de la Valachie, se distingua le voïvode Mircea le Vieux, 1386 à 1418. Ses exploits militaires contre les Turcs, les luttes de Rovin 1394 et de Craiova 1395,
élargir les frontières du pays jusqu'à la mer Noire et au sud des Balkans, Historia Romani Lore 4 2001 page 289, englobant également la partie méridionale de la Transylvanie, les pays d'Amla et de Fagarash, ainsi que le pays de Séverine. L'une des figures les plus emblématiques du Moyen-Âge roumain fut Vlad Tepes, 1431-1476, surnommé aussi Vlad Dragolea ou Dracula dans les documents étrangers. Rendu célèbre par la littérature de l'époque moderne, Vlad Tepes a régné 3 fois en Valachie. En 1448, 1456 à 1462 et 1475 à 1476. Tepes naquit dans la ville de Sighișoara, comme fils de Vlad Dracul et d'une aristocrate originaire de Transylvanie. Son nom de famille, Dracul, le diable, avait été attribué à son père car celui-ci faisait part de l'ordre du dragon, un ordre militaire et religieux similaire à celui des chevaliers de Malte ou des chevaliers teutoniques. En 1459, Vlad Tepes refusa de continuer à payer le tribut aux Ottomans et se lança dans une croisade contre l'Empire turc, projet soutenu par le pape. Pendant l'hiver 1461-1462, il entreprit une campagne militaire surprise au sud du Danube, où plus de 20 000 Turcs périrent sous les armes valaques. En représailles, le sultan Mehmed II en personne marcha contre Vlad Tepes au printemps 1462, à la tête d'une immense armée. Le voïvode valaque, qui dirigeait une armée presque 4 fois plus réduite, a appliqué contre les Turcs des tactiques de harcèlement. Il dévasta les routes vers la capitale, Targoviste, empoisonna les puits d'eau, attaqua les détachements turcs disparates partis en quête de nourriture. De surcroît, il fit élever une forêt de piliers où il empala de nombreux Turcs capturés dans les combats. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1462, il lança une attaque surprise contre les Ottomans, l'objectif étant de capturer le sultan lui-même. Celui-ci réussit à s'enfuir vers le Danube, mais il fut effrayé par la forêt de piliers. Les Turcs étaient profondément terrifiés, et Mehmed II reconnut qu'il ne pouvait pas s'emparer du pays d'un homme qui fait des choses si impressionnantes, et que Dracula serait digne d'acquérir plus de pouvoir. Historia Romani Lore 4, pg 359. Mais en novembre 1462, au lieu de recevoir l'aide de son allié, le roi hongrois Matthias Corvinus, Vlad Tepes a été arrêté sur des accusations de trahison et emprisonné à Visegrad pendant 12 ans. Ensuite, on lui fixa un domicile forcé à Bouda pour environ 2 ans. Il fut finalement libéré en 1475 à la demande pressante d'Étienne le Grand, le voïvode de Moldavie, qui se confrontait tout seul à une augmentation incessante des attaques turques. Peu de temps après, Vlad Tepes monta sur le trône de la Valachie pour la 3e fois, mais il fut assassiné à la fin de décembre 1476. Pendant ses règnes, il devint fameux à cause de sa sévérité, car il avait l'habitude de faire empaler la plupart de ses ennemis, afin de donner un exemple et d'intimider les autres malfaiteurs. Les commerçants saxons de Transylvanie et en particulier ceux de Brasov, avec lesquels Vlad Tepes était en conflit, lui forgèrent la réputation de prince d'une cruauté démoniaque, y compris à l'aide d'illustrations. Ils répandirent ces gravures surtout après que Tepes n'hésita pas à appliquer la peine de l'empalement en 1457, 1459 et en 1460 contre les marchands transylvains qui ne s'étaient conformés pas à ces lois commerciales. Les Turcs le surnommaient aussi le prince Tepes, l'empaleur. Le renom international de Vlad Tepes est dû toutefois au livre de Bram Stoker, Dracula, qui ne présente pas le règne réel de ce voïvode, étant une œuvre de fiction d'un énorme succès, dont l'histoire se déroule en Transylvanie et en Angleterre au XIXe siècle. Depuis, la Transylvanie est associée dans le mental collectif au personnage Dracula créé par l'écrivain irlandais, qui s'était indubitablement inspiré des gravures saxonnes du XVe siècle, illustrant un monstre cruel, un vampire qui boit du sang humain, etc. En conclusion, le mythe littéraire moderne du vampire Dracula se fonde sur une hyperbolisation du prince Vlad l'Empaleur inventée par les Saxons. Figure 3. La citadelle de Vlad Tepes, archétype de Dracula, à Poenari. À son tour, la Moldavie ou la Moldo-Valachie, comme on l'appelait à l'époque, fut également fondée en tant qu'État pendant le XIVe siècle. Elle se forma à la suite de 2 descalcates, réalisés successivement par des nobles roumains venant du Maramureș. Il s'agit d'abord de Dragos,
qui y arriva en 1359 et qui était un ancien sujet du roi de Hongrie, alors un État en pleine expansion transcarpatique. Ensuite, ce fut Bogdan, qui arriva en 1365, chassa Balk, le petit-fils de Dragos, et fonda une structure politique roumaine indépendante. Après Alexandre le Bon, 1400 à 1432, un dirigeant longévif, bon diplomate et administrateur des affaires du pays, la Moldavie connut la période la plus florissante de son existence comme État indépendant sous le règne d'Étienne le Grand, 1457 à 1504. La bataille qu'il gagna à Baia en 1467, contre le roi hongrois Matthias Corvinus, celle gagnée sur le Dniester contre les Tatars en 1469, la grande bataille de Podu-Inalt 1475 contre les Turcs de Mehmet II, ou celle de Kodri-Kosminoului 1497, menée contre les Polonais, etc., ont élargi considérablement les frontières de la Moldavie, au nord jusqu'en Pokutsi, Galicie, vers la mer Noire jusqu'à Chilia et Ackerman, à l'est jusqu'au Dniester et à l'ouest jusqu'aux Carpates. Pendant le règne d'Étienne le Grand, on fit construire les célèbres monastères de Bukovine avec des fresques extérieures, Voronezh, Putna, Arbor. Le voïvode fortifia aussi les citadelles de la vallée du Dniester, Autun, Oraï, Tigina Bender, Setate à Alba, Ackerman. Même le pape l'appela Verus Christianae Fidei Atleta. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.